Pierre Deschamps, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes donc professeur honoraire de santé publique, vous êtes secrétaire général de l'IREPS Lorraine, un parcours au service de la promotion de la santé, dont vous êtes aujourd'hui venu parler ce concept de promotion de la santé. Revenons sur ce concept. 30 ans bientôt, Ottawa, 30 années où les acteurs ont tenté de développer ce concept de promotion de la santé, de le faire connaître, de le faire reconnaître. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il est encore très méconnu d'un point de vue populationnel quand on voit qu'un concept assez complémentaire, celui du développement durable, a connu un certain nombre de couvertures médiatiques auprès du plus grand nombre? Quelle est votre lecture aujourd'hui de la situation de la promotion de la santé au regard des 30 dernières années depuis Ottawa? Effectivement, la promotion de la santé reste relativement méconnue et je dirais relativement peu légitimée. Je pense que ça tient à un certain nombre de raisons. D'abord, je ne suis pas sûr que le terme promotion de la santé en français soit parfaitement compréhensible. Il l'est plus facilement dans les pays de langue anglaise. Et il aurait sans doute fallu, au moment d'Ottawa, trouver une autre dénomination. Bon, mais ça, c'est un problème de forme. Sur le fond, je pense que le concept de promotion de la santé a été relativement mis de côté par les autorités de la santé, par les ministères de la santé successifs. Ils n'ont pas voulu y voir ce qu'il était réellement, c'est-à-dire un référentiel moderne de santé publique, donnant sa place aux professionnels, aux décideurs, et surtout aux gens eux-mêmes. Manifestement, il y a eu de la part d'un certain nombre de décideurs, et certains me l'ont dit les yeux dans les yeux, la crainte qu'à vouloir donner, d'un point de vue social, à vouloir donner la parole aux gens, eh bien ça enlève de la parole et du pouvoir aux décideurs. Certains me l'ont dit dans des termes même encore plus crus ou plus directs. L'idée que dans un domaine, dans le domaine social et en particulier dans le domaine de la santé, les gens eux-mêmes puissent exercer un pouvoir est vu comme une menace pour le pouvoir d'un certain nombre d'élus ou de hauts fonctionnaires. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le concept de promotion de la santé est mal passé. Il est trop participatif, il est dans la perspective d'une démocratie participative, et vous savez que la démocratie participative en France n'a pas encore droit de citer. Beau résumé vis-à-vis du pouvoir agir. Un lien vers cet objectif, comme vous l'avez résumé ou introduit, qui serait concourir ensemble ou co-construire ensemble le vivre ensemble et l'engagement. Revenons donc sur ces deux enjeux. Vivre ensemble. Le concept même me semble d'une complexité absolue au vu du nombre d'enjeux, de personnes qui concourent à se vivre ensemble. Qu'entendez-vous par là, vivre ensemble? Bon, le vivre ensemble, personnellement, c'est un terme que j'utilise relativement peu. Le vivre ensemble, pour moi, ce serait une organisation sociale dans laquelle on donnerait une priorité à la lutte contre les inégalités. Je crois que c'est déjà un point important. Non pas pour faire que tout le monde soit égal, que tout le monde ait exactement les mêmes ambitions, les mêmes voies à emprunter et les mêmes résultats, mais faire en sorte que des chances égales soient données à tout le monde. Ce n'est pas le cas actuellement. Les inégalités sociales
sont considérables, elles s'aggravent. Les inégalités sociales de santé, qui sont une des conséquences de l'inégalité sociale globale, s'aggravent également. Donc le vivre ensemble, c'est déjà cela, hein, c'est faire en sorte qu'il n'y ait moins de ces inégalités insupportables que l'on connaît aujourd'hui. Bon, dans ma présentation de ce matin, j'ai montré, sans la commenter, une diapositive qui montre la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, avec sur le pilastre qui soutient cette devise une caméra de sécurité, une caméra de surveillance. Je trouve ça assez intéressant de voir que le vivre ensemble, qui avait été défini en 1989, quand on dit liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment du vivre ensemble. Il est travesti aujourd'hui en disant « Tu es libre, on est tous frères, on est tous pareils, mais je t'ai à l'œil ». Un lien avec un questionnement qui était indiqué sur le programme de l'engagement au service de la promotion de la santé. Le président, la déléguée du REFIP Europe disait il n'y a pas si longtemps, je crois que je me rends compte qu'en fin de compte, la promotion de la santé, c'est résister. Oui, c'est Martine Mantuel. Oui. Enfin, c'est bien dans son langage. Engagement. Mais, oui. Et j'ai tenté de vous poser cette question de cet engagement dans les associations au service de la promotion de la santé, quand on parle parfois de crise du bénévolat ou de crise de l'engagement, et ben notre côté beaucoup incarne cette logique de résistance. Quel est votre regard sur l'engagement en promotion? Alors l'engagement, bon, la crise du bénévolat, je n'en dirai rien, je n'ai pas d'idée particulière là-dessus, mais sur l'engagement, oui, et sur le rôle des associations, oui. Et dans ce vivre ensemble dont on parlait tout à l'heure, dans ces politiques sociales qui sont vraiment au ras du terrain, il n'est pas possible d'imaginer que quelque chose puisse se faire sans les gens, uniquement parce que l'on prendra quelque part à Paris ou quelque part dans un ministère des décisions qui concernent leur vie quotidienne sans avoir demandé leur avis. Ce n'est pas supportable. Là, les politiques de prévention qui ont été les plus efficaces, les politiques de promotion de la santé qui ont été les plus efficaces, ont toujours été, disons, les politiques d'éducation pour la santé, peut-être pour revenir un peu en arrière et ne pas parler là maintenant de promotion de la santé, les politiques de santé qui ont été les plus efficaces ont toujours été mises en place par des associations, quitte ensuite à ce que ces associations soient financées par l'État, ou que l'État, finalement, devant le succès de telle ou telle action, la généralise en la prenant dans son travail propre. Mais dans tout le domaine social et sanitaire de ces dernières décennies, toutes les avancées importantes pour la population ont été faites de la part d'associations. Et ça me paraît important. L'État n'a pas, non, je dirais pas qu'il n'a pas su, il n'a pas voulu, et tant mieux, ce n'était pas son rôle, agir de manière souvent directive, il a laissé des associations faire le travail. Toute la politique du handicap a été le fait d'associations. C'est un bon exemple aussi, hein, pas seulement dans le domaine de la prévention du handicap, hein, mais dans le domaine du vivre ensemble avec les personnes handicapées, tout a été fait par des associations. Je crois que vraiment il faut garder cette idée que quand il s'agit du quotidien de la vie des gens, ce n'est pas dans les bureaux d'une administration nationale que les choses peuvent se passer, elles vont se passer sur le terrain avec un engagement associatif. Elles pourront ensuite être reprises, diffusées, globalisées, généralisées par l'État. Mais l'étincelle, elle est toujours sur le terrain. Père Deschamps, je voudrais vous poser une question, un paradoxe entre d'une part ces échos à la quête permanente de la qualité.
de la professionnalisation, de la qualité des actions en promotion de la santé, de cette quête de qualité. Et de l'autre côté, dans d'autres pays, dans de nombreux pays, au prix d'un prix Nobel de la paix, on considère que tout passe par la capacitation d'action, vous en parliez à l'instant, et par la micro-action, et par la micro-action innovante. Comment concilier aujourd'hui dans un pays comme le nôtre la mise en place de programmes structurés d'État et cette reconnaissance d'inventivité en santé ou de capacitation d'action qu'il faudrait financer en toute liberté et peut-être qui ne s'inscrivent pas forcément de la part d'une population dans une logique toujours de professionnalisation ou de qualité à première vue. En apparence, il y a effectivement un paradoxe, car nous prônons la professionnalisation en éducation pour la santé, en prévention, en promotion de la santé, et en même temps nous prônons l'action et le pouvoir donné à la population. Ce n'est pas un paradoxe, pour moi c'est une complémentarité. C'est une complémentarité. La population, les gens vont dire les choses comme ils les voient, comme ils les sentent, comme ils les vivent. Ils sont experts de ce qu'ils vivent. Hein, c'est le père Joseph Wrezinski, le fondateur d'ATD Quart-Monde, qui en parlant des gens les plus pauvres, disait mais les véritables experts de la pauvreté, ce sont les pauvres. Hein. Bon, et ça c'est une expertise nécessaire qui doit être reconnue et qui doit être valorisée et dont l'expression doit être valorisée. Et puis il y a l'expertise des professionnels qui demandent que l'on mette un peu plus de méthode, de rigueur, de faire savoir, hein, pour pouvoir généraliser éventuellement des interventions qui marchent bien, ou peut-être arrêter des interventions qui n'ont pas montré d'efficacité. Donc il faut que la rencontre entre la population, les gens, et entre les associations soit vraiment la rencontre entre deux types de savoir. Le savoir spontané, vécu dans la vie de tous les jours, et le savoir scientifique des responsables associatifs, des membres qui agissent dans les associations, avec des méthodes, avec des référentiels, avec un souci de l'évaluation, avec un souci de la recherche, comme on en parle aujourd'hui ici à Lyon. Avant-dernier enjeu, avant de vous questionner sur un peu les questions de conjoncture, les patients experts, l'idée de construire un équilibre des reconnaissances des savoirs, savoir expérientiel, savoir théorique, et est-ce que la question n'est pas au cœur de la reconnaissance des équilibres des pouvoirs aujourd'hui ? Parce que effectivement, plusieurs l'ont abordé, mettre autour de la table des chercheurs, des politiques, des professionnels de terrain et la population dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est pas aussi une question de reconnaissance des équilibres de pouvoir ? Bien sûr, c'est la reconnaissance des équilibres de pouvoir dont nous manquons. Elle se fait, et heureusement, elle se fait, en particulier dans le domaine de la santé avec les associations, de patients, les associations liées à telle ou telle problématique spécifique, et puis les associations qui agissent, elles, sur le terrain et qui salarient un certain nombre de professionnels. Cet équilibre des pouvoirs, il ne se fait pas assez, il n'y a pas assez de ces réunions. Il n'y a pas assez de ce qui a été beaucoup développé dans les pays scandinaves ou en Grande-Bretagne aussi, ces grands forums de discussion auxquels participent et des professionnels et des élus et des gens ordinaires, des gens normaux comme vous et moi, et que de ces forums, on tire ensuite ce qui fera peut-être l'objet de lois, l'objet de dispositions réglementaires, l'objet de politiques locales ou de politiques nationales,
souvent des gens qui avaient des chercheurs en particulier, je pense à des chercheurs, à des universitaires, on dit que l'Assemblée nationale, par exemple, sur certaines questions, devait élargir ses débats à d'autres que les élus dont elle est constituée, ou bien qu'elle devait pouvoir siéger de manière non législative, comme un endroit du débat civil, comme un endroit du débat citoyen, avant, ensuite, de se refermer sur elle-même pour agir dans un débat législatif. Et on manque de ces échelons de débat qui incluraient les élus du peuple, les élus de la nation, les chercheurs, les professionnels et les personnes elles-mêmes à travers les associations. Nous en manquons. Inventer de nouveaux espaces démocratiques de débat. Je sais bien que c'est pas qu'une question de jeu de mots et d'usage de mots, mais en tout cas, moi, ça me questionne. Aujourd'hui, on voit ce parallèle de santé publique, promotion de la santé, affiché plus ou moins conjointement, y compris dans tous les schémas des politiques de santé. Je m'interroge, en personne lambda, sur quelle convergence, quelle divergence, quelle réalité entre ces deux appellations, qui sont des mots, mais peut-être beaucoup plus. La promotion de la santé est pour moi incluse dans ce concept beaucoup plus large qui est la santé publique. Au Canada, on en a parlé en France aussi, moins, mais au Canada, aux États-Unis, on parle souvent de promotion et protection de la santé. Et ces termes, à mon avis, représentent mieux ce que peut être la santé publique. La promotion de la santé ne résume pas la santé publique, elle ne résume pas la prévention. Il y a un grand secteur de la prévention qui est inclus dans la promotion de la santé, mais en même temps, il y a tout un secteur de la prévention qui justement demande des mesures législatives, des mesures réglementaires sur l'environnement, sur la qualité des aliments, on est toujours dans la santé publique, hein, avec ce type de réflexion, mais on n'est plus vraiment dans la promotion de la santé. La promotion de la santé ne veut pas occuper tout le champ de la santé publique. L'organisation du service de soins, l'organisation des services de soins ambulatoires ou hospitaliers sont des problèmes de santé publique. Je ne les situe pas dans la promotion de la santé, même si on pourrait demander, quand on construit un hôpital, l'avis des gens qui auront à l'utiliser. Donc il y a tout un ensemble de domaines qui relèvent de la santé publique, sans pour autant être dans la promotion de la santé. Sinon, on risque de faire de la promotion de la santé une sorte de grand machin où on trouverait tout. Non, la promotion de la santé, je crois, c'est les 5 axes de la charte d'Ottawa, hein. Promouvoir des politiques publiques de bonne santé et plaider pour des politiques de bonne santé, réorienter les services de santé dans un sens plus global, plus équilibré entre ce qui relève des soins curatifs et de la prévention, développer les aptitudes individuelles, non pas les aptitudes, ce qu'on appellerait, oui, ou peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences psychosociales, mais les aptitudes à participer à la vie citoyenne et à mieux contrôler les déterminants de la santé, car c'est ça que demande la charte d'Ottawa. Bon, je pense que on a là un référentiel qui couvre une grande part de la santé publique, mais qui ne monopolise pas, et de loin, tout le champ de la santé publique. On doit associer un grand nombre de disciplines et de compétences dans une logique appelée pour certains la transversalité, la transdisciplinarité, etc. On nous en parle depuis quelques décennies maintenant. Mais dans les faits, arriver à construire ce type de lecture aujourd'hui, comment ? Bon, c'est vrai que nous vivons dans un monde
qui est de plus en plus complexe. Là où des procédures auraient dû permettre de le simplifier, je pense par exemple à la révolution numérique, eh bien en fait on a encore ajouté de la complexité. Ce qui devrait, à mon avis, réguler ou dominer cette énorme complexité, cette énorme quantité de compétences diverses, de fonctions diverses, de règlements divers, c'est à nouveau le point de vue des personnes, le point de vue des communautés sur le terrain. Je ne suis pas sûr que lorsqu'aujourd'hui sont prises des décisions de politique nationale ou de politique territoriale, je ne suis pas sûr que l'on se soit mis dans la peau des personnes, dans la peau des familles, dans la peau des habitants des villes ou des habitants des espaces ruraux, des campagnes. On construit, on se trouve ensuite, en tant que citoyen, devant des usines à gaz absolument indéchiffrables. Moi, je serais aujourd'hui incapable de décrire à un étranger qui me poserait la question comment fonctionne le système français de protection sociale. Il est devenu tellement complexe que plus personne ne s'y reconnaît. Je serais... et c'est pourtant dans le métier que j'ai pratiqué. On a fait tellement de choses. On a, depuis 1945, on a ajouté tellement de dispositions nouvelles, sans jamais revenir sur les anciennes, et sans jamais reprendre globalement les décisions politiques à leurs racines, qu'on arrive devant des choses invraisemblables, où finalement, celui qui a le pouvoir, c'est manifestement pas le citoyen, c'est à peine l'élu, je dirais, c'est celui qui a le plus d'argent et le plus de moyens de communiquer. Et ça, c'est tragique parce que c'est de plus en plus une défaite de la démocratie. Merci beaucoup Jean-Pierre Deschamps de ce moment de discussion. Merci à vous.